Deputy Leader, Party Malou. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à mon estimé collègue de Skeena Bulkley Valley de partager son précieux temps avec moi parce que je suis certain qu'il aurait utilisé largement les 20 minutes pour aborder d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup à dire sur la motion que nous avons déposée. Étant donné que mon collègue l'a lu, je ne la relirai pas. Mais par contre, je vais commencer mon discours, Monsieur le Président, en vous indiquant que, en réalité, le gouvernement conservateur a préparé de longue date des jours difficiles aux Canadiens. Puis ça, c'est une affirmation que je fais en cette Chambre. Ce n'est pas une affirmation gratuite, c'est une affirmation que je base sur des faits bien établis, des faits documentés. Et je vais me servir pour ça d'une source, j'espère que mes collègues conservateurs ne contesteront pas. C'est le rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada qui a été déposé, qui a été présenté il y a quelques jours, le rapport de janvier 2015. Et, excusez-moi, Monsieur le Président, je vais me concentrer sur des aspects qui touchent justement directement la classe moyenne, les aspects liés au marché du travail. Dans ce rapport, la Banque du Canada indique que l'amélioration de l'indice du marché du travail a été bridée par d'autres évolutions. Entre autres, il cite le chômage à long terme qui se situe encore près de son sommet d'après-crise. Donc, on ne parle pas d'avant la crise, mais bien de l'après-crise. Donc, la situation ne s'est pas améliorée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le nombre d'heures travaillées demeure bas. Et le pourcentage de travailleurs occupant involontairement un emploi à temps partiel reste élevé. Et ça, Monsieur le Président, c'est un constat désolant, c'est un constat factuel que le gouvernement doit prendre en note. Ce n'est pas lié au contexte que nous vivons, lié à la baisse des prix du pétrole. C'est un contexte, c'est une situation qui a été créée de toutes pièces sous l'entière responsabilité du gouvernement conservateur qui est en place en ce moment. Alors, ils ne peuvent plus se défiler. Le gouverneur de la Banque du Canada l'a écrit noir sur blanc. Et là, je vais ajouter un autre aspect qui est très, très troublant. Puis ça, je pense, Monsieur le Président, que c'est probablement l'aspect le plus inquiétant qui rend notre débat d'aujourd'hui aussi urgent et aussi important. C'est que le taux d'activité est faible par rapport à ce que laisseraient supposer les seules forces démographiques. Et en note, dans le rapport, on indique que le taux d'activité des travailleurs dans la force de l'âge de 25 à 54 ans a fortement chuté en 2014, ce qui donne à penser qu'au moins une partie de la baisse du taux de participation n'est pas liée aux forces démographiques. Donc, ce n'est pas lié à l'évolution normale ou l'évolution qu'on pourrait prévoir du marché du travail, de l'évolution du contexte canadien avec sa démographie. C'est donc des conditions qui ont été créées suite à la mise en place des mesures que le gouvernement conservateur a adoptées. Donc, le gouvernement conservateur porte l'odieux de la situation actuelle, alors que nous sommes au seuil, peut-être pas d'une tempête parfaite, mais d'une situation de turbulence très inquiétante où, encore là, les citoyens de ce pays, les familles, les gens de la classe moyenne vont payer le prix fort. Et ça, dans différentes parties du pays. Vous savez, Monsieur le Président, j'entends justement mon collègue qui me dit que c'est faux. Il dirait que les conclusions du rapport de la Banque du Canada est fausse. Je lui demanderais de consulter ce rapport puis de me contrer sur les faits qui sont établis. Je n'invente rien, je fais juste citer le rapport de la Banque du Canada. Vous savez, Monsieur le Président, le marché du travail n'a jamais été aussi précaire depuis que nous sommes sortis de la crise économique. Et c'est un marché du travail que moi je qualifierais de marché du travail de survivants, ce qui est vraiment désolant dans un pays aussi riche que le nôtre. Écoutez, Monsieur le Président, le Canada est un pays qui est largement favorisé à la fois par ses ressources naturelles, ses ressources humaines, ses expertises, son tissu industriel qui était extraordinaire, très renommé, plusieurs secteurs de pointe. Et pourtant, malgré tous ces atouts, puis j'oublie, c'est vrai, le marché du tourisme qui faisait du Canada un leadership qui a été perdu. On se retrouve en milieu de peloton avec des taux de croissance de l'activité touristique qui est vraiment désolant. Nous sommes
placés dans une situation, dans une optique de perdant depuis des années. Et là, maintenant que le contexte change brutalement, parce qu'on parle d'une chute brutale des prix du pétrole, parce que vous savez, Monsieur le Président, couper de moitié en quelques mois à peine le prix du baril sur les marchés mondiaux, c'est vraiment brutal. On ne peut pas le qualifier autrement. Je ne verrai pas quiconque dans cette Chambre me contester sur cet aspect. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, en faisant ce constat, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le gouvernement a abandonné la classe moyenne et que là, il va falloir donner un coup de barre, mais un coup de barre sérieux. Et ce coup de barre doit venir de la part du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada est le mieux à même, a les moyens les plus importants afin de redresser la situation et de s'assurer que la classe moyenne puisse retrouver la place auquel elle a droit, c'est-à-dire d'avoir une réelle prospérité, une sécurité à long terme qu'elle n'a plus à cause de la précarité du marché du travail, et aussi des conditions qui lui permettent d'espérer pour ses enfants la même chose, ce qui n'est plus assuré. Vous savez, Monsieur le Président, je suis certain que durant la pause des fêtes, en plus de prendre quelques jours ou quelques semaines des vacances, mes collègues ont eu l'occasion de parler avec des gens qui sont encore très inquiets pour leurs enfants en se demandant qu'est-ce qui va leur arriver, malgré le fait que leurs enfants suivent des études avancées. Le marché du travail est très, très peu propice, en fait, n'accueille plus largement les jeunes qui sortent des bancs de nos écoles. D'ailleurs, le rapport sur la politique monétaire est très clair là-dessus. Il y a eu une amélioration de la situation pour les jeunes, mais elle est minime. Et cette amélioration, ça part de tellement loin qu'en réalité, on ne peut pas parler d'une situation favorable pour l'entrée sur le marché du travail pour nos jeunes. Alors, imaginez, Monsieur le Président, c'est déjà des constats qu'on peut faire dans l'immédiat où la situation est désolante, mais qu'est-ce qu'on prépare comme héritage? En ce moment, Monsieur le Président, dans cette Chambre, c'est une magnifique opportunité qu'on a, c'est de discuter, de débattre quel héritage on va construire et qu'on va transmettre à nos descendants. Et cet héritage n'existe pas. En fait, le seul héritage qu'on transmet, c'est un héritage, on pourrait dire un passif ou une dette sociale, une dette sur le marché du travail qui va nous suivre très, très longtemps. Après avoir équilibré le budget, en tout cas, encore là, c'est loin d'être assuré parce qu'on n'a absolument aucune idée avec les contradictions que se font les ministres entre eux. On n'a aucune idée si le budget va être équilibré dans les délais que le gouvernement s'est imposés. Et s'ils cherchent à l'équilibrer, on ne sait pas s'ils vont le faire dans des conditions encore plus abominables que ce qu'on vit depuis presque 10 ans déjà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me signaler du temps qu'il me reste. Et là, Monsieur le Président, la réalité, c'est la raison pour laquelle le NPD se positionne pour être le prochain gouvernement du Canada, c'est qu'il faut déjà envoyer des signaux forts afin d'améliorer la situation et de bâtir cet héritage qu'on va pouvoir transmettre. Et comme le dit mon très estimé collègue, ça passe par des mesures aussi simples, mais surtout aussi concrètes et aussi fortes qu'un salaire minimum, ultimement à 15 $, parce qu'évidemment, on va le mettre en place de façon graduelle afin de ne pas perturber le marché, mais une échéance ambitieuse sur un terme réaliste. Évidemment, la mise en place de services de garde à 15 $ par jour, parce que la réalité, pendant que nos Canadiens, nos familles canadiennes sont prises à avoir des revenus précaires, des revenus à temps partiel, bien, ils se retrouvent à assumer des coûts un peu partout au pays, des coûts de frais de garde astronomiques, de l'ordre de plusieurs centaines et même de 1 000 $ par mois. C'est vraiment délirant, c'est absolument inacceptable et le gouvernement ne fait rien vis-à-vis de ça. Mais le plus grave, c'est que c'est probablement le point sur lequel il faut s'appuyer afin de débattre de notre avenir économique, c'est que la Banque du Canada a bougé afin de contrer les turbulences que nous vivons, mais la Banque du Canada est laissée seule face à ça parce que le gouvernement ne donne aucun signe qu'il est prêt à appuyer la Banque du Canada dans son action. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable parce que la Banque du Canada n'a pas à supporter l'odieux d'essayer de corriger la situation.
Au contraire, c'est l'action directe du gouvernement qui va permettre de faire face à cette tempête et de s'assurer que les gens puissent avoir des conditions de vie meilleures et qu'on passe au travers dans des conditions acceptables. Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions and comments, Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Labour. Thank you, Mr. Speaker, and I did listen with great interest. But what, again, the NDP is doing is they're not reflecting on facts. And the facts are having some of the best job creation record in the G7. The facts are, in spite of the challenges of oil prices, we will be having a growth rate. It's predicted to be in that 2% of the GDP range. So we continue to be on a positive track. We have a low tax plan that is going to continue to support businesses and to encourage growth in all sectors of our economy. I certainly look at my riding, and the tourism industry is looking at a positive impact from the low dollar. So I think we have to recognize that there is some balance here, and we are on the right track. But what I hear from the NDP is plans for $15 minimum wage, universal child care, which I believe will only help maybe 10% of the population. I hear lots of plans where they intend to pick money out of the pockets of Canadians, but really I have not heard anything that's going to actually support the growth of Canada. Thank you. L'honorable député des Ben, j'ai l'impression que mon estimé collègue a raté une partie de mon discours parce que ce que j'ai présenté concernant la situation du marché du travail, ce n'est pas ma propre estimation, mes propres évaluations, ce sont les faits qui sont présentés par la Banque du Canada. Alors, j'invite ma collègue à consulter le rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada de janvier 2015. Elle va pouvoir avoir les citations, avoir les données liées à la précarité du marché du travail tel que je l'ai exposé. Ce n'est même pas une question d'opinion. Je veux dire, elle peut refuser de regarder la réalité si elle y tient, puis si c'est la consigne que le bureau du premier ministre lui donne, mais la réalité est exposée par le gouverneur de la Banque du Canada. Ce n'est même pas discutable. Questions and comments, Honourable Member for Winnipeg North. Mr. Speaker, I'd like to pick up on a commitment by this Prime Minister to give a massive hundreds of millions of dollars, I believe the total is $2 billion tax break to some of Canada's wealthiest people. Less than 15%, Mr. Speaker. It's the income split. This is a program or a commitment that needs to be reversed. The government is taxing Canada's middle class, in essence, of $2 billion to provide support, Mr. Speaker, to less than 15% of Canada's population. And I'm wondering if the member might want to comment or put on the record very clearly that the NDP would, in fact, reverse the income split tax commitment. L'honorable député du Bas-Parlement. Eh bien, je remercie mon collègue pour sa question. Il a raison, c'est une très mauvaise idée, l'idée du fractionnement du revenu. Je voudrais simplement lui rappeler que dans les 20 dernières années, les gouvernements libéraux et conservateurs ont pratiquement marché main dans la main afin d'amorcer justement l'enrichissement des classes les plus aisées en octroyant des baisses d'impôts et surtout en enlevant des paliers d'imposition. Puis ça, c'est sans compter les baisses d'impôts aux grandes entreprises qui ont été coupées de moitié. Alors, vous savez, Monsieur le Président, depuis 20 ans, on nous promet des lendemains chantants, on nous force à enfiler des lunettes roses, mais cette amélioration-là n'apparaît pas. En fait, le bilan des gouvernements libéraux et conservateurs est très, très clair. Dans le rapport de la Banque du Canada, le rapport sur la politique monétaire, actuellement, on a un marché du travail qui est très précaire. En fait, l'avenir de nos travailleurs en ce moment n'est pas assuré et avec les turbulences qui s'en viennent, les gens vont souffrir très largement. Puis quel espoir peuvent avoir nos jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail avec les conditions qui ont été créées par un bilan de 20 ans de gouvernement libéral et conservateur? Je vous le demande. Questions and comments, the Honourable Member for Sandwich Gulf Islands. Thank you, Mr. Speaker, and thank my colleague. And I also wanted to say that I appreciate that the official opposition has chosen today to have a special debate on the current situation and the absence of an economic update. I want to put it to my friend that a fundamental principle, going to first principles on this debate, fundamental to our form of democracy is that Parliament controls the public purse.
And certainly, our first parliamentary budget officer, Kevin Page, has made it clear that that is no longer true. None of us, as members of Parliament, have received, since I entered this place, sufficient information to vote on any budget. The budget the last number of years has been missing something, generally referred to as a budget. There's been no total statement of revenues, no total statement of expenses, and no bottom line. In other words, I think the spring so-called budget should be called the annual thick brochure. It contains a lot of political promises, but none of the information the finance minister claims he needs to present a budget. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Oui, je remercie ma collègue pour son commentaire. En fait, je dois dire, en tant que député de Beauport-Limoilou, dans un autre ordre d'idée, je vis la même opacité dans les démêlés que ma population vit avec les retombées de poussière venant du port de Québec. Mais vous savez, c'est une tendance générale qui est amorcée depuis des décennies, malheureusement, par nos gouvernements au Canada, c'est-à-dire de faire fi de plus en plus de la transparence, puis le mouvement s'est accentué vraiment et de plus en plus rapide sous la férule des conservateurs depuis 9 ans. En fait, c'est une tendance qui est tellement lourde que c'est très inquiétant. Il va falloir remettre en place énormément de choses afin de pouvoir rouvrir les livres et que les gens sachent à quoi s'en tenir concernant leur avenir et les débats qui doivent être menés sur la place publique.